L'arôme du café frais emplissait mes narines tandis que je savourais ma seconde tasse, ma main calleuse frottant distraitement la barbe poivre et sel sur mon visage buriné. Un sentiment d'appréhension s'installa dans mes entrailles alors que je contemplais la tâche herculéenne qui m'attendait. Quelques heures auparavant, Debbie et moi avions franchi notre porte d'entrée, épuisés par notre aventure à Yellowstone avec John et Cathy. L'horloge avait à peine sonné minuit lorsque je m'étais effondré sur le lit, encore habillé. Debbie, toujours vaillante, s'était traînée au travail ce matin. Moi, en revanche, j'avais le luxe de quelques heures de sommeil supplémentaires avant ma garde de 16 heures. Dave Dawson ici. Debbie et moi avons célébré notre première année de félicité conjugale le mois dernier. Ce voyage était notre façon de marquer l'occasion, un dernier hurrah avant de nous lancer dans la grande aventure de la parentalité. Debbie avait précieusement économisé 5 jours de congé qui, combinés au week-end, nous donnaient 9 jours pleins pour nous perdre dans la splendeur de la nature. Nos amis John et Cathy Harrison nous ont accompagnés dans cette aventure. Leur petit garnement de 15 mois était entre les mains expertes de la mère de Cathy, leur permettant de s'immerger pleinement dans l'expérience Yellowstone. Je me suis traîné jusqu'à l'allée, mes articulations protestant à chaque pas. Les portières latérales de ma fierté, une fourgonnette cheville personnalisée de 2 ans, s'ouvrirent avec un gémissement familier. Le spectacle qui m'accueillit aurait fait pleurer n'importe qui. 9 jours d'accumulation de détritus de 4 adultes éparpillés sur chaque surface disponible. Avec un soupir résigné, j'ai commencé le laborieux processus de tri du chaos. Les valises ont retrouvé leur chemin vers la maison, tandis que le linge sale prenait la direction du vide-ordures. Le contenu de la glacière fut relocalisé à sa place légitime dans le congélateur et notre équipement de camping fut banni au garage. Mon regard s'est posé sur le lit que j'avais amoureusement fabriqué à l'arrière de la fourgonnette. La réalisation m'a frappé, cela nécessitait un nettoyage approfondi. Armé d'un aspirateur et d'une poubelle, je me suis attelé à la tâche. Alors que je luttais avec le matelas jumeau sur mesure, celui-ci céda soudainement avec une protestation sonore. Je me suis retrouvé déposé sans cérémonie sur mon séant, entouré d'un tourbillon de literie et de débris divers. En grommelant, je me suis relevé et j'ai commencé le processus de tri entre le bon grain et l'ivraie. Mes mains s'activaient mécaniquement, triant les débris. Emballages de McDonald's, languettes de canettes, serviettes froissées et gobelets de café écrasés trouvaient leur chemin vers la poubelle. Puis, mes doigts effleurèrent quelque chose d'incongru. Le temps sembla se figer tandis que je contemplais l'innocent morceau d'aluminium dans ma main. Le monde bascula sur son axe lorsque je lissais l'emballage. Trojan Ultracine, proclamait-il en caractères gras. Une sueur froide perla sur mon front tandis que mon esprit s'efforçait de donner un sens à cette découverte importune. Je savais avec certitude que cet intrus n'était pas présent lorsque nous avions entamé notre odyssée à Yellowstone. J'avais méticuleusement préparé la camionnette, m'assurant qu'elle était impeccable avant notre départ. Tandis que je retournais l'emballage entre mes mains tremblantes, une réalisation nauséabonde commença à germer. Debbie avait cessé sa contraception 1 mois auparavant, notre décision mutuelle de fonder une famille flottant entre nous. John et Cathy, en revanche, étaient explicites quant à leur engagement envers la protection jusqu'à ce que leur fils dépasse l'âge difficile. L'espace d'un instant, j'envisageais qu'il puisse s'agir d'une plaisanterie tordue de John. Mais en fouillant plus profondément dans les déchets, découvrant un amas de tissus révélant son contenu accablant, la vérité devint impossible à ignorer. La nausée me frappa comme un train en marche. Je me pliai en deux, la tête tournante, luttant pour garder mon café. Les faits s'alignaient avec une brutale clarté. Quelqu'un s'était livré à des activités intimes dans ma camionnette, et ce quelqu'un n'était pas moi. La seule femme de ce voyage qui avait intérêt à prendre de telles précautions était Debbie. Assis là, courbé et bouleversé, les souvenirs de notre voyage défilaient dans mon esprit comme un vieux film. John et Cathy n'avaient dormi dans la camionnette que pendant notre trajet aller-retour du parc, optant pour leur tente douillette une fois arrivés. Debbie et moi avions la camionnette pour nous seuls pendant notre séjour. Nous avions passé la plupart de nos journées en quatuor, parcourant les sentiers, nous baignant dans les eaux cristallines et nous imprégnant des panoramas à couper le souffle. Tous sauf un jour. Le 4e jour dans ce paradis, j'avais jeté mon dévolu sur un lac isolé réputé être un rêve de pêcheur. Armé de ma canne fidèle et d'une boîte à appât pleine d'espoir, j'étais parti seul,
béatement inconscient de la tempête qui se préparait à l'horizon. Le soleil frappait sans merci tandis que Cathy et moi nous engagions sur le sentier, laissant Debbie et John au campement. Ma femme s'était dérobée, prétextant la fatigue, tandis que John s'était porté volontaire pour réapprovisionner nos provisions déclinantes en ville. 5 heures éprouvantes plus tard, nous sommes rentrés péniblement au camp, les muscles endoloris mais l'esprit exalté par notre aventure. La scène qui nous accueillit, cependant, assombrit rapidement notre humeur. Des bouteilles de bière vides jonchaient le sol autour de Debbie et John, qui se prélassaient près du réchaud à propane, manifestement dans un état d'ébriété avancé. Les rires de ma femme perçaient l'air, ses inhibitions visiblement amoindries par les libations de la journée. Le visage de Cathy s'assombrit à cette vue. La consommation d'alcool de John avait longtemps été un point sensible entre eux, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle envisageait une énième dispute sur le sujet. La douceur de la nuit et notre proximité avaient maintenu une certaine civilité jusqu'à présent, mais je pressentais que cette paix allait voler en éclats. Au matin, le sourire suffisant de John me glaça le sang. Ce que j'avais initialement attribué à de la bravade masculine prenait désormais une tournure plus sinistre. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et une réalisation nauséabonde s'installa dans mes entrailles tel un poids de plomb. Tandis que je nettoyais méticuleusement la fourgonnette, mon esprit vagabonda vers cette soirée fatidique d'il y a 3 ans, lorsque Debbie fit son entrée dans ma vie. J'étais alors un étudiant de 2e année à Northern Michigan, me démenant pour joindre les deux bouts. Le spectre menaçant des dettes étudiantes me faisait envisager une pause dans mes études, au grand désarroi de mes parents catholiques. Les examens terminés, un groupe d'entre nous brava la neige pour une fête hors campus. L'air vibrait de musique et d'exubérance juvénile tandis que nous naviguions dans la mer de fêtards. Mon ami Josh me fit signe, accompagné de 2 étudiantes. « Dave, je te présente Miranda d'économie, dit-il, désignant une jolie brune. Et voici sa colocataire, Debbie. » Le temps s'arrêta lorsque mes yeux croisèrent la vision qui se tenait devant moi. Le regard émeraude de Debbie pétillait de malice, ses boucles cuivrées encadrant un visage qui aurait pu lancer 1000 navires. Mon cœur tenait dans ma poitrine tandis que je cherchais mes mots. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue, ai-je balbutié, souhaitant immédiatement que le sol m'engloutisse. Une rougeur s'empara des joues de Debbie, son rire mélodieux. Eh bien, merci, Ken, me taquina-t-elle, les yeux brillants. J'étais loin de me douter alors comment cette rencontre fortuite allait façonner le cours de ma vie, pour le meilleur ou pour le pire. Les filles ne peuvent jamais assez l'entendre. Et elle rit. Josh dit, vous savez, vous êtes pratiquement voisins. Debbie est de DeWitt. Pas possible. Je suis d'Ocomos. Tu es allé au lycée DeWitt? Non, j'ai fréquenté l'école catholique Gabriel, répondit-elle. Tiens, je suis catholique aussi, mais mes parents ne pouvaient pas se permettre les frais de scolarité, dis-je. Nous avons commencé à discuter et nous nous sommes progressivement isolés dans l'un des coins. L'école Gabriel était un collège qui desservait environ une demi-douzaine de paroisses, dont la mienne et celle de Debbie. Plusieurs de mes amis de l'école catholique y étaient allés. Il s'est avéré qu'elle en connaissait certains, et nous avions obtenu notre diplôme la même année. Nous avons parlé sans interruption, complètement inconscients du temps qui passait, jusqu'à ce que Miranda s'approche et dise « Je déteste vous séparer, mais il est minuit passé et il neige à nouveau. Nous devrions rentrer au dortoir. » Debbie m'a regardé avec ce qui me semblait être du regret et a dit « Eh bien, je suppose que je devrais partir. » Essayant de ne pas paraître désespéré, j'ai dit « Attends, j'aimerais te revoir. Puis-je t'appeler ?» J'ai souri timidement. « D'accord, je suis à East Shore Hall. »« Debbie, je ne connais même pas ton nom de famille. »« Königsknecht. »« Je sais, c'est un peu compliqué à prononcer, » dit-elle, légèrement embarrassée. Je l'ai regardée avec étonnement. « Tu es une K13. » Les premiers Königsknecht avaient émigré d'Allemagne au milieu des années 1800 et s'étaient installés dans plusieurs communautés du centre du Michigan. Au cours du siècle suivant, ils furent si prolifiques que leurs enfants dominaient de nombreuses écoles rurales. L'histoire raconte qu'une enseignante exaspérée finit par les surnommer K13 pour les 13 lettres de leur nom. Et le surnom est resté. Elle a ri et dit « C'est vrai. Mais ma mère est d'origine irlandaise. Tu ne le croirais pas. J'ai un oncle qui a épousé une K13 des environs de Standish, dis-je. Sans blague.
Appelle-moi et nous pourrons en parler davantage. Miranda a pris sa main et l'a tirée vers la porte. Compte sur moi, lui ai-je dit en les regardant s'éloigner dans la nuit. Le lendemain, je l'ai rappelée. J'étais si épris d'elle que je ne pouvais pas attendre. Un jour plus tard, nous nous sommes retrouvés pour manger une pizza. C'était encore un soir de semaine, mais nous avons passé des heures ensemble à parler de l'école, des amis de notre ville natale et de nos familles. Après le lycée, ses parents voulaient qu'elle aille dans une université plus proche de chez eux. Mais elle en avait assez d'être sous la pression parentale. Elle a postulé dans plusieurs universités de l'État et a choisi celle qui était la plus éloignée de chez elle. 400 miles se sont avérés être une distance suffisante pour couper les liens les plus étroits. Debbie étudiait le marketing et travaillait pour la même chaîne de magasins depuis 2 ans. Et pour ses prochaines vacances, elle avait été embauchée comme stagiaire dans leurs bureaux commerciaux. Elle était à l'université avec une bourse partielle et des prêts étudiants, donc maintenir ses notes était une priorité. Elle avait 2 sœurs, une aînée et une cadette. Ses parents payaient encore les frais de scolarité de la plus jeune au lycée, et l'aînée fréquentait une université d'État près de Détroit. Ils étaient donc très occupés et ne pouvaient offrir qu'une aide limitée. Elle avoua avoir été pom-pom girl pour l'équipe junior au lycée, mais n'avait jamais postulé pour l'équipe senior. Elle adorait l'eau et avait passé ses 2 derniers étés de lycée comme maître nageuse au club privé local. Apparemment, ses parents étaient assez stricts avec elle et ses sœurs. Elle raconta qu'elle n'avait pas beaucoup le droit de sortir au lycée. J'appris plus tard par Miranda, via Josh, qu'elle rattrapait le temps perdu depuis son entrée à l'université. Les prétendants faisaient la queue pour sortir avec elle. Elle sortait 1 ou 2 fois par semaine, mais sans s'attacher. J'étais déterminé à me rapprocher d'elle. Je l'invitais à nouveau, et pour le reste du semestre, nous sortîmes régulièrement ensemble. Nous passions toujours d'agréables moments. Elle avait une personnalité rayonnante et un excellent sens de l'humour. Je pouvais l'écouter pendant des heures. Elle adorait les soirées étudiantes. Nous prenions quelques bières et dansions un peu. Quand le temps s'est réchauffé, je pus la voir autrement qu'en bottes et pulls amples. Qu'elle était élancée. Contrairement à elle, je mesurais un peu plus d'1,80 m et pesais 86 kg. J'avais les cheveux bruns, les yeux bruns, et des traits réguliers mais discrets. J'étais en bonne forme grâce à l'exercice régulier, mais mon apparence pouvait être qualifiée de robuste. J'avais le teint légèrement mat, mais je ne me démarquais pas dans la foule. Nous nous fréquentâmes jusqu'à la fin du semestre, environ 6 semaines plus tard, mais je savais qu'elle voyait d'autres personnes également. Lors de notre dernier rendez-vous avant la fin du semestre, nous parlâmes de nous revoir une fois rentrés chez nous. Nous habitions à seulement 30 km l'un de l'autre et elle dit qu'elle aimerait continuer à me fréquenter. Mais c'est alors que je lui annonçai ma décision de ne pas retourner à l'université l'année suivante. Quand elle comprit ce que je voulais dire, elle sembla faire une pause et me considérer attentivement. J'eus l'impression qu'elle acceptait l'idée et mes raisons. Mais plus tard dans la soirée, au lieu de se blottir quelque part ensemble, elle annonça qu'elle devait étudier pour son examen final. Mettant fin à notre soirée, je la reconduisis à sa résidence. Elle me donna un rapide baiser et une étreinte avant de courir à l'intérieur sans dire un mot sur le fait que je l'appellerais une fois rentré chez nous. Pensif, je retournai au dortoir en me demandant ce qui s'était passé. Après mon dernier examen et avant de quitter le campus, j'essayai de l'appeler, mais l'une de ses colocataires m'informa qu'elle était absente. Je savais que ses parents étaient venus la chercher et pensaient qu'ils étaient peut-être sortis ensemble. Cohabiter avec parents et fratrie n'est jamais simple, mais nous semblions nous en accommoder. Et le lendemain de mon retour, je repris mon travail à l'usine. J'eus la chance d'obtenir un poste de contrôleur qualité pour l'équipe de jour. Du moins pour les premiers 90 jours, après quoi je serais probablement affecté à une autre équipe. À plusieurs reprises, j'essayais de joindre Debbie le soir chez ses parents, mais on me répondait invariablement qu'elle était absente. Je laissai mon numéro, mais j'eus le sentiment qu'elle m'évitait. Cette pensée me brisait le cœur, mais je pressentais que persister dans ma quête ne mènerait à rien de bon. Environ 1 semaine plus tard, je fus surpris lorsque ma mère me tendit le téléphone en disant « C'est une certaine Debbie ». Quand je répondis, Debbie s'excusa d'avoir manqué mes premiers appels et espérait que je ne lui en voulais pas. Je la rassurai sur ce point. Nous échangeâmes quelques mots sur les examens finaux et nos nouveaux emplois. Finalement, elle murmura doucement « Dave, j'espérais que tu m'appellerais pour m'inviter à sortir. » Je répondis tristement «
Je l'espérais aussi, Debbie, mais comme je n'arrivais pas à te joindre ces dernières semaines, j'avais l'impression que tu ne voulais plus entendre parler de moi. Non, non, Dave. Ne pense pas cela. J'avoue avoir été un peu découragé quand tu as dit que tu ne retournerais pas à l'université. Je ne savais plus quoi penser, mais j'aimerais sortir à nouveau avec toi, dit-elle. Ainsi commença un merveilleux été. Comme nous travaillions tous les deux, nous pouvions nous voir quelques fois par semaine. Et j'étais certain qu'elle ne fréquentait personne d'autre. Progressivement, j'appris à connaître sa famille et elle la mienne. Nous nous entendions tous à merveille, excepté ma sœur aînée. Pour une raison quelconque, elle ne semblait pas apprécier Debbie, mais je n'y prêtais guère attention. Nous allions au cinéma, dînions au restaurant, organisions parfois des soirées avec ses amis ou mes amis du lycée. Nous nous rendions à la plage du lac Michigan quelquefois lorsque nos jours de congé coïncidaient. Quand je voyais Debbie en maillot de bain, des larmes de joie me montaient aux yeux. Nous nous amusions dans le lac, et elle riait de me voir tirer sur mon short de bain, incapable de sortir de l'eau. À la fin juillet, j'ai décidé que je ne pouvais pas vivre chez mes parents pendant les 2 années nécessaires pour économiser suffisamment d'argent pour retourner à l'université. Je gagnais un salaire convenable et j'estimais pouvoir me permettre un petit appartement. Mais la raison principale était que je souhaitais vraiment que Debbie et moi puissions être seuls. J'étais presque certain que nous étions d'accord sur l'évolution de notre relation. Mes parents ont bien accueilli la nouvelle et m'ont aidé à obtenir des meubles d'occasion convenables auprès d'amis et de la famille. J'ai emménagé quelques semaines seulement avant que Debbie ne retourne à l'université. Ce premier week-end, nous sommes allés dîner puis sommes revenus à l'appartement, tous deux conscients de ce qui allait se passer. Durant les 3 semaines suivantes, Debbie passait une soirée avec moi tous les 2 ou 3 jours. Un jour, elle a dit à ses parents qu'elle dormait chez une amie et est restée jusqu'au matin. C'était merveilleux. Je voulais tout savoir d'elle. Nous discutions pendant des heures. Elle me racontait combien elle appréciait l'université, les cours, les aspects sociaux, toute l'expérience en général. Selon elle, ses parents essayaient toujours de contrôler sa vie sociale. À l'approche de son départ, je devenais de plus en plus mélancolique. Lors de notre dernière soirée ensemble, nous parlions. J'ai dit, « Debbie, je sais que nous avons évité d'en parler, mais comme tu pars demain, je pense qu'il faut le faire. Je crois que je t'aime. Et je ne veux pas arrêter de te voir. » Debbie a baissé la tête. « Je t'aime beaucoup, Dave. Peut-être que c'est de l'amour. Je ne sais pas. Mais nous ne sortons ensemble que depuis quelques mois. Et je ne veux pas arrêter de te voir non plus. Mais nous serons à 640 km l'un de l'autre pendant la majeure partie de l'année universitaire et nous serons tous les deux occupés. » Essayant de ne pas paraître désespéré, j'ai dit, « Pourrions-nous essayer de nous voir quelques fois avant les vacances de Noël ?»« Bien sûr, Dave, nous pouvons essayer. » Elle l'a dit sans conviction. « Debbie, je veux que tu saches que tu es la seule pour moi et je veux t'offrir quelque chose avant ton départ. » J'ai sorti un écrin de la table de nuit et l'ai ouvert pour elle. À l'intérieur se trouvait une bague en or blanc avec une améthyste et un petit diamant de chaque côté. L'améthyste était sa pierre de naissance. Les yeux de Debbie se sont agrandis et elle a porté ses mains à sa bouche. « Oh, Dave, elle est magnifique. Debbie, je veux que tu la portes. Et quand tu la regardes, pense à moi, s'il te plaît. » Elle l'a glissée à son doigt et m'a enlacé, les larmes aux yeux. « Bien sûr que je le ferai, Dave. » Après cette soirée, nous n'avons plus parlé qu'une seule fois au téléphone avant son départ. J'ai proposé de raccompagner Debbie, mais son père lui avait acheté une voiture d'occasion de 5 ans pour ses déplacements. J'étais déçu de notre conversation ce soir-là et du fait qu'elle ne montrait aucun enthousiasme pour ce que j'essayais de lui dire. Je souhaitais qu'elle devienne ma compagne. Je désirais une relation exclusive. Si nous étions encore au lycée, je lui aurais proposé de sortir ensemble. Au lieu de cela, je craignais qu'elle essayait de me repousser délicatement. Quand Debbie fut partie, je ne faisais pratiquement rien d'autre que travailler. Quelques fois par semaine, je sortais avec les gars du YMCA pour jouer au basket. Je passais presque tous les week-ends chez mes parents, qui veillaient à ce que je mange bien. Un jour sur 2, j'appelais la résidence de Debbie. Environ la moitié du temps, je la trouvais chez elle. Je lui envoyais aussi des messages quelques fois par semaine. Nous parlions de nous retrouver, soit qu'elle descende me voir ou que je monte la voir, mais nous ne semblions jamais pouvoir nous accorder. Progressivement,
Les appels et les messages se sont espacés. Quelques semaines après le départ de Debbie, on m'a proposé de passer l'examen pour le programme d'apprentissage d'électricien au travail. Cela pouvait prendre de 2 à 4 ans, selon mes heures mensuelles, mais j'obtiendrais 2 années de crédit universitaire. Le salaire était environ 20% supérieur à ce que je gagnais alors, et l'entreprise payait les cours techniques de niveau universitaire. Même si j'arrêtais avant de finir mes études, je serais déjà avantagé au niveau salarial. J'ai passé l'examen et l'ai réussi facilement. Peu après, j'ai commencé le programme. J'adorais le programme d'apprentissage. J'ai toujours aimé les gadgets, l'équipement stéréo et généralement tout ce qui est électronique. C'est ce qui m'a poussé à étudier l'ingénierie électrique et j'ai toujours eu un don pour les outils. J'avais la possibilité de faire presque autant d'heures supplémentaires que je voulais et à mesure que je gagnais en expérience, les électriciens qualifiés me demandaient de les aider sur des travaux annexes pour lesquels nous étions généralement payés. Avec cet argent, je pouvais m'acheter tous les loisirs que je désirais, mais je gardais toujours le rêve de terminer mes études. Je ne sortais même pas en rendez-vous, bien que j'en ai souvent l'occasion. J'étais épris de Debbie et c'était mon second rêve. Alors l'argent restait à la banque ou était placé dans quelques investissements. Quelques semaines avant Thanksgiving, lors d'un de nos appels désormais peu fréquents, Debbie m'a rappelé qu'elle serait de retour le mercredi soir avant Thanksgiving et ne devrait repartir que le dimanche après-midi. Elle a dit qu'elle espérait pouvoir passer la majorité de ce temps avec moi. Pour la première fois depuis son départ, j'étais enthousiaste à l'idée de la revoir. Nous avions convenu de nous retrouver chez elle après le dîner de Thanksgiving. La revoir fut comme une ivresse instantanée. J'étais sans voix, mais je ne pouvais détacher mon regard d'elle. Ses parents étaient ravis de me voir, et ses 2 sœurs m'ont chaleureusement accueilli. Son père et moi avons tout de suite sympathisé quand il s'est avéré que la Catrese qu'avait épousée mon oncle était sa cousine éloignée, et je crois qu'aucun d'entre nous n'était ravi que Debbie n'ait pas visité la maison depuis son départ pour l'université. J'ai passé quelques heures là-bas à déguster le dessert et regarder le football. J'ai finalement proposé à Debbie d'aller voir un film. Elle a saisi l'occasion avec empressement et nous sommes partis rapidement, ignorant la déception évidente de ses parents. Nous nous sommes rendus directement chez moi. Nous nous sommes retrouvés dans une étreinte passionnée et avons partagé des moments intimes. Cette fois-ci, quand le moment fut venu pour Debbie de partir, nous savions que les vacances de Noël n'étaient qu'à quelques semaines. Je l'ai embrassée au revoir, me sentant plus serein quant à notre séparation et notre relation. 3 semaines plus tard, Thanksgiving est revenu. C'était comme si nous ne nous étions jamais quittés. J'avais 2 semaines de congé en raison de la fermeture de l'usine automobile, donc nous avions amplement le temps à passer ensemble. Nous sommes allés aux fêtes de Noël et avons fait du shopping pour les fêtes. Elle passait du temps avec ma famille et je passais du temps avec la sienne. J'ai aidé son père avec l'installation électrique dans la salle de loisirs qu'il aménageait au sous-sol, gagnant ainsi son amitié pour toujours. Pour Noël, je lui ai offert des boucles d'oreilles en améthyste et un pendentif assorti à sa bague. De sa part, j'ai reçu 2 très beaux pulls en tricot torsadé qui m'allaient à merveille. Une fois de plus, nous passions de plus en plus de temps dans mon appartement. À quelques reprises, elle est restée dormir chez moi. Je ne savais pas ce qu'elle racontait à ses parents, alors je n'ai pas posé de questions. Je savais déjà à l'époque que je serais heureux de passer le reste de ma vie ainsi avec elle. La veille de son retour à l'école, nous avons de nouveau parlé de notre séparation et de la possibilité de nous voir chaque mois. Elle était encore évasive et ne voulait rien promettre. Une autre chose qui me rendait malheureux était que plusieurs fois je lui ai dit que je pensais être amoureux d'elle, et chaque fois elle souriait, m'enlaçait ou m'embrassait, mais sans réciprocité. J'ai abordé le sujet lors de notre dernier jour ensemble. Après l'avoir enlacée, j'ai dit « Debbie, je sais que parler de mes sentiments te met mal à l'aise. Je t'aime et je veux que nous ayons un avenir ensemble. Mais tu me fais sentir que tu ne ressens pas la même chose. » Les yeux embués de larmes, elle me regarda. « S'il te plaît, Dave, j'aime être avec toi et partager des moments ensemble. Ne pouvons-nous pas simplement être heureux quand nous sommes réunis? Je suis heureux quand nous sommes ensemble, Debbie. Je voudrais juste te voir plus souvent. Je veux que tu saches qu'il n'y a personne d'autre que toi pour moi. J'espère que tu ressens la même chose. » Pour la première fois, Debbie détourna le regard et évita mes yeux. « Dave, nous avons été si éloignés et pendant si longtemps. Je ne m'attends pas à ce que tu restes cloîtré chez toi sans vivre ta vie. Debbie,
Je n'ai aucun intérêt à fréquenter quelqu'un d'autre. Rien ne peut égaler ce que nous partageons. Je le souhaite, j'espère que tu ressens la même chose. » Debbie m'enlaça et m'embrassa, et nous oubliâmes notre conversation pendant un moment. Plus tard, en y repensant, je réalisai qu'elle ne m'avait jamais répondu. Je savais qu'elle n'était pas aussi investie dans notre relation que moi. Chaque fois que j'y pensais, je sombrais dans la tristesse et la mélancolie. Alors je m'occupais autant que possible. Acceptant toutes les heures supplémentaires proposées, travaillant à temps partiel chaque semaine, suivant les cours universitaires obligatoires, et passant quelques heures au YMCA plusieurs matins par semaine. Quelques semaines après les vacances, l'un des électriciens parlait à tout le monde de la maison qu'il vendait. Son père était décédé l'année précédente et la maison faisait partie de l'héritage. La maison était délabrée mais se trouvait dans un bon quartier et près d'une bonne école. Sa famille voulait simplement s'en débarrasser et était prête à la céder à bas prix. Ils étaient même disposés à conclure un contrat de vente sur 5 ans avec un paiement ballon à la fin, juste pour s'en défaire. Je décidai d'y regarder de plus près puisque les mensualités n'étaient que légèrement supérieures à mon loyer actuel. C'était une grande maison à 2 niveaux de plus de 185 mètres carrés. Elle comportait 4 chambres, 2 salles de bain, et était située sur un grand terrain d'angle. La seule chose qui me déplaisait était que le grand garage n'était pas attenant à la maison, mais se trouvait derrière, à environ 15 mètres. La maison nécessitait beaucoup de travaux. Ses parents y avaient vécu pendant 40 ans et n'avaient presque rien modernisé. Mais je savais que si je pouvais tout terminer avant l'expiration de mon contrat de 5 ans, la maison vaudrait 3 ou 4 fois mon prix d'achat. Et il ne serait pas difficile d'obtenir un prêt hypothécaire. Je fis une offre et après quelques négociations, nous conclûmes l'affaire. Quelques semaines plus tard, je quittai l'appartement pour emménager dans ma nouvelle maison. Je n'ai pas parlé à Debbie de tout ça car je voulais lui faire la surprise. Mais c'est moi qui ai été surpris quand elle n'a pas semblé s'en soucier. J'ai continué d'essayer de convaincre Debbie de venir. Finalement, j'ai dit que si elle ne pouvait pas descendre, je monterais la voir. Quand j'ai dit cela, elle a répondu que nous pourrions peut-être nous retrouver à mi-chemin. Nous avons fixé une date dans quelques semaines et j'ai pris des dispositions pour prendre quelques jours de congé. À l'approche de la date, le temps à SPC dégradé et les tempêtes de neige semblaient se succéder. Quelques jours avant notre rencontre, elle a appelé pour dire qu'elle avait des problèmes de voiture et qu'avec ce temps, elle préférait reporter le voyage. Terriblement déçu, j'ai accepté et quand nous avons raccroché, mon moral était au plus bas. Il semblait que notre prochaine occasion de nous voir serait pendant les vacances de printemps. Entre-temps, pendant mon temps libre, je travaillais sur la maison. J'ai demandé à l'un des menuisiers au travail, qui était aussi constructeur, de m'aider à concevoir l'apparence que je voulais donner à la maison une fois terminée. Le projet final s'est avéré assez ambitieux, mais dans mon esprit, je pensais vouloir créer un endroit où Debbie voudrait vivre un jour. J'ai établi les priorités du projet. Je voulais d'abord finir la cuisine, puis les salles de bain et ensuite le reste des pièces. Quand le temps s'améliorerait, je commencerai les travaux extérieurs. Le coût de la rénovation était important en termes de matériaux, mais les coûts de main-d'œuvre étaient minimes. La plupart des artisans de l'usine échangeaient leurs services. C'est ce que je faisais. Je faisais des travaux d'électricité et de main-d'œuvre générale pour ceux qui en avaient besoin, et en retour, les menuisiers, vitriers, peintres ou spécialistes du chauffage et de la climatisation faisaient le travail pour moi. C'était quelques semaines avant les vacances de printemps quand j'ai reçu un appel du père de Debbie, Carl. Je restais en contact avec lui et la mère de Debbie, Angela. Je m'étais même arrêté pour leur rendre visite quelques fois après Noël. Carl et Angela savaient tous les deux ce que je ressentais pour Debbie et ils compatissaient à ma frustration qui se reflétait dans leur tentative de maintenir une relation à distance avec elle. Quand j'ai répondu à Carl au téléphone, il a dit « Que penses-tu des projets de Debbie pour les vacances de printemps ?» J'étais confus. « Que voulez-vous dire ? Tu ne sais pas ? Je ne lui ai pas parlé depuis une semaine, mais je suppose qu'elle rentre à la maison, ai-je dit. Elle a appelé hier soir. Elle prévoit d'aller à Corpus Christi avec quelques amis, a-t-il dit, clairement déçu. Je lui ai demandé ce que tu avais dit quand elle t'a envoyé un message, mais elle n'a pas voulu me le dire. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ne t'en avait pas parlé. Non, non, elle n'a pas dit un mot. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Vraiment pas. Je lui ai demandé si elle allait s'arrêter ici en allant au Texas. Elle a dit que non.
Son amie Miranda habite à Milwaukee et elles vont y aller en voiture pour récupérer le véhicule. Donc elles traverseront le Wisconsin avant de continuer vers le sud. En fait, elles prévoient de revenir par le même chemin. Quand j'ai saisi le sens de ces paroles, j'ai ressenti de la colère envers Debbie pour la première fois. Se souciait-elle si peu de tout cela qu'elle n'avait même pas daigné m'en parler d'abord? Elle savait à quel point je désirais passer ces vacances avec elle. Je lui avais dit combien j'avais hâte qu'elle voie la maison. J'espérais avoir son avis sur la décoration. Et j'avais même posé quelques jours de congé pour que nous puissions passer 4 jours ensemble pendant son séjour. Avec amertume, j'ai dit, on dirait qu'elle a pris sa décision, Carl. Apparemment, notre relation n'est pas assez importante à ses yeux pour m'en parler en premier. Je suis désolé, Dave. Tu ne mérites pas d'être traité ainsi, a-t-il répondu. Nous avons parlé encore quelques minutes avant de raccrocher. Assis dans la cuisine délabrée de ce qui, je l'espérais, deviendrait un jour notre foyer, j'ai réalisé que peu importe l'intensité de nos souhaits et de nos espoirs, cela ne suffit pas à les concrétiser. Je comprenais maintenant que notre relation était essentiellement à sens unique. Mes rêves n'étaient pas les siens. Rien de ce que je pouvais faire ne la ferait m'aimer comme je l'aimais. J'ai secoué la tête et essuyé mes yeux. Je ressentais la même chose que lors de la perte soudaine d'un proche. Dans ces moments-là, on éprouve un vide immense. On ne cesse pas d'aimer la personne, mais on réalise qu'il faut l'accepter et aller de l'avant. Le lendemain, en rentrant de mes cours à l'université, j'ai trouvé un message de Debbie sur mon répondeur. « Dave, je suis désolé. Tu me manques. Peux-tu me rappeler dès que tu auras ce message? J'ai vraiment besoin de te parler. Merci, chérie. » Sa voix semblait joyeuse et légère. Je soupçonnais qu'elle voulait me réprimander de ne pas rentrer pour les vacances de printemps. J'ai secoué la tête, effacé le message, et suis parti travailler. Le jour suivant, j'ai effectué mon travail à temps partiel presque jusqu'à la fin de mon service. En traversant la cuisine, j'ai remarqué un autre message sur le répondeur. Encore de Debbie. Moins enjoué cette fois. Dave, mon cœur, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai parlé à papa hier soir, et il m'a dit qu'il t'avait informé du changement de mes plans pour les vacances de printemps. Rappelle-moi, d'accord? Je peux t'expliquer. Je serai à la résidence toute la journée. Cette fois, je perçus une légère inquiétude dans sa voix. Son père avait dû la réprimander pour ne pas m'avoir parlé en premier. J'effaçai de nouveau le message et vaquai à mes occupations. Quelques jours plus tard, ma mère m'appela pour me demander ce qui s'était passé avec Debbie. Je lui demandai ce qu'elle voulait dire. Elle m'expliqua que Debbie avait appelé pour obtenir ma nouvelle adresse. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle ne m'avait pas parlé, elle répondit de manière évasive. J'hésitais avant de répondre. Debbie et moi ne nous voyons plus. Ma mère s'exclama. Dave, pourquoi? Que s'est-il passé? Nous avions des divergences sur ce qui était important pour chacun de nous, dis-je doucement. Je suis tellement désolé, mon chéri, je sais combien c'est difficile. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner dimanche pour célébrer ton anniversaire? En effet, samedi était mon anniversaire. Mais comme j'allais légalement pouvoir aller dans les bars, quelques collègues voulaient m'emmener sortir. Je lui dis donc que je viendrai dimanche. Mon 21e anniversaire arriva. Les gars m'invitèrent. Je bus quelques verres, dansai un peu avec des demoiselles, et déclinai poliment certaines propositions plus intimes. Je n'eus aucune nouvelle de Debbie, mais je ne m'y attendais pas. Je n'étais même pas sûr qu'elle se souvienne de la date de mon anniversaire, bien que nous en ayons parlé quelques mois avant le sien. Le lendemain, je dînais avec ma famille. Mes 2 frères et ma sœur étaient présents. Angie, ma sœur, était maintenant en première année dans une université d'État à 50 km. Ma mère prépara mes plats préférés et tout le monde m'offrit des cadeaux. Ce fut un moment merveilleux. Après le dîner, Angie me prit à part et me demanda ce qui s'était passé avec Debbie. Angie et moi, étant les plus proches en âge, avons toujours été complices. Je lui expliquai tout ce qui s'était passé durant l'année écoulée, toutes les frustrations pour maintenir notre relation, jusqu'à atteindre mon point de rupture quand elle m'avait ignoré pour partir au sud pendant les vacances de printemps. Dave, je sais que tu t'es demandé pourquoi je n'appréciais pas beaucoup Debbie quand vous avez commencé à sortir ensemble, dit-elle. Je ne t'ai jamais dit que je connaissais Sarah, la petite sœur de Debbie. Pas intimement, mais assez pour lui parler. Nous étions dans le même groupe de jeunes catholiques pendant notre dernière année de lycée.
Après que vous ayez commencé à sortir ensemble, j'ai discuté avec elle lors d'une de nos réunions. J'ai mentionné que je connaissais quelqu'un qui sortait avec sa sœur. Je ne lui ai pas dit que c'était mon frère. Elle avait beaucoup à dire sur Debbie. Je ne pense pas qu'elle l'aime beaucoup. Selon elle, Debbie était égoïste et égocentrique. Et en raison de son apparence, elle obtenait toujours tout ce qu'elle voulait. Selon elle, même au lycée, elle avait au moins 2 prétendants. Et elle était toujours à la recherche d'un autre. Malgré les efforts de ses parents pour limiter ses activités sociales, elle parvenait toujours à sortir fréquemment. J'ai réfléchi un moment à ses paroles. Puis j'ai simplement haussé les épaules et dit tristement « Je ne sais pas, Angie. Je n'avais pas remarqué cela chez elle. Tout ce que je sais, c'est que je l'aimais et je pense que je l'aime encore. Mais je ne peux pas vivre ainsi. Si elle ne ressent pas la même chose pour moi que moi pour elle, alors je suppose qu'il vaut mieux que nous prenions des chemins différents. » Angie m'a enlacé sans rien ajouter. Le week-end suivant, Carl, le père de Debbie, est passé me voir. Je lui ai fait visiter la maison et le terrain, lui montrant une demi-douzaine de projets sur lesquels je travaillais. Il était stupéfait. « Tu m'avais dit combien tu as payé cette maison ?» a-t-il demandé. Quand je lui ai dit, il a répondu « Waouh, si tu fais tous les travaux et rénovations, cet endroit vaudra 3 ou 4 fois plus. » Il a secoué la tête. « Je n'arrive pas à croire que tu n'as que 21 ans. C'est un excellent investissement même pour quelqu'un ayant le double de ton âge. » Il m'a regardé intensément. « Dave, je veux que tu saches que j'aurais été fier de t'avoir comme gendre. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui travaille aussi dur que toi pour ce qu'il désire. » Un peu gêné, j'ai répondu « Merci, Carl, mais nous n'en sommes jamais arrivés à ce stade dans notre relation. » Carl m'a regardé droit dans les yeux. « Peut-être pas, Dave, mais nous comprenions ce que tu ressentais pour Debbie. Et je savais où elle était les soirs où elle disait dormir chez une amie. Non, ne te sens pas mal à ce sujet. Nous savions qu'elle était en sécurité avec toi. Je regrette simplement que ça n'ait pas fonctionné. » J'ai haussé les épaules et changé de sujet. Mais en partant, il a dit « Même si ça ne t'importe peut-être plus, elle a appelé pour dire qu'elle était bien arrivée à Corpus Christi. » Puis il est parti. Durant les mois suivants, ma routine quotidienne est restée sensiblement la même. Le travail à l'usine, l'entretien de la maison, les petits boulots occasionnels. Quelques heures en classe les mardis et jeudis. Le basket au YMCA les lundis, mercredis et vendredis matin. La seule chose qui changeait était qu'avec l'arrivée du temps plus doux, j'ai commencé à travailler dehors. J'étais satisfait de l'avancement des travaux de la maison. Et j'ai constaté que plus je travaillais, mieux je dormais la nuit. Si j'étais éveillé la nuit, je pensais à Debbie et à quel point elle me manquait. Et quand elle me manquait, je ne pouvais pas dormir. C'était un cercle vicieux impossible à éviter. J'ai reçu un autre message vocal d'elle après son retour du Texas. Je l'ai effacé dès que j'ai entendu sa voix. C'était l'anniversaire de Debbie environ un mois après les vacances de printemps. J'y ai longuement réfléchi, mais j'ai finalement décidé de lui envoyer une carte. Elle était assez simple et je l'ai juste signée. Je voulais simplement qu'elle sache que je m'en souvenais. Puis le travail a repris. Vers midi, le samedi du Memorial Day, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. L'usine était fermée pour les 3 jours et j'espérais terminer un projet particulier dans le jardin sur lequel je travaillais depuis 9 heures du matin. En ouvrant la porte, j'ai demandé « Oui », quelque peu agacé. Tout ce que j'aurais pu dire s'est instantanément figé dans ma gorge. Debbie se tenait là. Elle était aussi ravissante que jamais et cela me coupait toujours le souffle. Ses yeux étaient grands ouverts et une expression de stupeur figée sur son visage. J'ai sonné, mais il n'y avait pas de réponse, a-t-elle pratiquement bégayé. Puis elle a murmuré « Dave, que t'est-il arrivé ?»« Hein ?» Je me suis regardé en me demandant ce qu'elle voulait dire. J'étais là en pantalon kaki usé coupé, bottes de travail et torse nu. Une ceinture à outils de charpentier pendait à mes hanches. J'étais en sueur et couvert d'une fine couche de sueur provenant de la scie circulaire que j'avais utilisée toute la matinée. Et puis j'ai réalisé que Debbie ne m'avait pas vu depuis 6 mois. Je savais que j'avais perdu 10 ou 15 livres depuis. Depuis que j'avais acheté la maison en janvier, je travaillais comme un forcené. Et mes efforts avaient redoublé quand elle était partie pour les vacances de printemps. Je m'asseyais rarement à table désormais, et la nourriture m'intéressait peu en général.
La graisse que je portais auparavant avait pratiquement disparu. À la façon dont mes vêtements m'allaient, je réalisais que j'avais perdu quelques centimètres de tour de taille et gagné en carrure aux épaules et à la poitrine. De plus, je ne me rasais plus que tous les 2 jours dernièrement, alors j'avais une barbe de 2 jours. J'avais aussi coupé mes cheveux plus courts quand le temps s'était réchauffé. Maintenant que j'y pensais, j'avais l'impression de vivre sur le fil du rasoir. J'ai ouvert grand la porte. Entre, je vais éteindre la radio. Je me suis éloigné vers la salle à manger et j'ai coupé la musique. Je suis revenu vers Debbie qui se tenait à l'entrée. Elle semblait un peu mal à l'aise tandis que je l'observais attentivement. Elle portait un short blanc court, des sandales et un débardeur moulant de couleur pastel. Ses cheveux étaient rassemblés en queue de cheval et elle avait des lunettes de soleil sur la tête. J'ai remarqué qu'elle portait la bague d'améthyste que je lui avais offerte. Elle était ravissante. Sa simple présence suffisait à me remonter le moral. Veuillez m'excuser. J'avais mis la radio pendant que je travaillais dans le jardin et je n'ai pas entendu la sonnette. Je dois avoir l'air plutôt impoli. Je ne m'attendais pas à recevoir de la visite, dis-je embarrassé. Non, tu es très bien, Dave. Tu es juste différent, c'est tout. Je voulais simplement voir comment tu allais. Papa m'a dit qu'il était passé l'autre jour et qu'il avait été impressionné par la maison. Elle paraît grande. Elle détourna enfin son regard de moi pour observer le salon. Voudrais-tu faire le tour? Dis-je en souriant. Ça ne te dérange pas? Dit-elle timidement. Bien sûr que non, en fait, je suis même fier de l'aménagement, dis-je alors qu'elle commençait à me suivre. La maison fait environ 185 mètres carrés. À l'origine, elle avait 4 chambres et 2 salles de bain. Je la rénove pour avoir 3 chambres et 3 salles de bain. 2 salles de bain complètes à l'étage et une au rez-de-chaussée. Comme tu peux le voir, nous reconstruisons la cheminée en pierre dans le salon et cette poutre en chêne appuyée contre le mur deviendra le manteau. Les planchers du rez-de-chaussée sont les parquets d'origine. Une fois tout le reste terminé, je prévois de les restaurer. Nous traversâmes la salle à manger et je lui montrai les plans sur la table de la cuisine. Un ami constructeur a dessiné les plans selon mes souhaits. Je pense que ça prendra plus d'1 an pour tout faire. Je la conduisis dans la cuisine, la seule pièce que j'avais terminée. Elle était équipée d'appareils neufs, de plans de travail en marbre et de nouveaux placards. La cuisine est la seule pièce actuellement terminée à 100%, jusqu'à la peinture, dis-je. C'est magnifique, dit-elle en passant ses mains sur le marbre. Montons à l'étage avant que je te montre l'extérieur. Nous montâmes les escaliers et parcourûmes le couloir. La chambre principale donne sur le jardin et dispose de sa propre salle de bain. J'ai remplacé les toilettes, le lavabo, le meuble vasque et la baignoire. Il ne reste plus qu'à poser le revêtement de sol et peindre les murs. Je la guidais devant mon grand lit recouvert d'un vieux couvre-lit campagnard. Je me tournai vers elle et vis qu'elle regardait la table de chevet. À côté du téléphone et de la lampe se trouvait une photo d'elle format 13 par 18. C'était la photo qu'elle m'avait offerte pour Noël. Elle détourna finalement les yeux et regarda la salle de bain. « Waouh, une baignoire balnéo », dit-elle. Oui. J'évitais le commentaire évident qu'elle était assez grande pour 2. Puis je la conduisis de l'autre côté du couloir. La chambre du fond était si petite que j'ai décidé de la diviser. Une partie sera combinée avec le placard de la chambre principale pour créer un dressing suffisamment spacieux. L'autre moitié sera transformée en salle de bain complète. Je lui ai montré les 2 autres chambres, l'une étant entièrement vide et l'autre servant de bureau. Le mobilier se limitait à un lit, un bureau, quelques chaises, 2 étagères pour les livres et un petit téléviseur. Nous avons reculé pour nous tenir sur la dernière marche, admirant à travers les poutres apparentes le salon qui soulignait l'ampleur de la demeure. Debbie posa sa main sur mon épaule et dit « Dave, cette maison est immense. Que vas-tu faire de tout cet espace ?» La regardant, je répondis lentement « Eh bien, quand je l'ai achetée, je n'envisageais pas d'y vivre seul. » Comprenant l'allusion, Debbie rougit et retira brusquement sa main. Pour dissiper ce moment délicat, je proposai « Viens, je vais te montrer l'arrière de la maison et le garage. » Je l'ai guidée en bas des escaliers, à travers la salle à manger et les porte-fenêtres coulissantes jusqu'à la terrasse partiellement achevée. Voici mon projet de la semaine. La terrasse fait environ 20 mètres carrés sur 2 niveaux, avec des marches descendant vers le jardin. Il y aura assez de place pour un barbecue au gaz,
une table d'extérieur, des chaises et même un bain à remous. Je prévois aussi de clôturer environ 185 mètres carrés de jardin. Suffisamment pour installer une piscine un jour. Je l'ai mené jusqu'au garage situé à 15 mètres de la maison. Je sais que ce n'est qu'un garage. Il peut accueillir 2 voitures et demie, mais il dispose d'un grand grenier pour le rangement. Je prévois d'ajouter une pièce mansardée sur le côté de la maison et d'y installer un atelier. C'est à peu près tout, hormis le sous-sol, qui offre assez d'espace pour une salle de loisirs aménagée. Debbie observa lentement le garage, la maison et le jardin. « Eh bien, Dave, il est évident que tu es fier de ce que tu fais ici et je comprends pourquoi. Mais comment peux-tu te permettre tout cela ?» Je me grattais le cou en souriant. « En fait, je ne paye pas la main-d'œuvre. Je fais la plupart des travaux moi-même ou j'échange des services avec d'autres gars. Et j'obtiens des réductions sur les matériaux auprès des constructeurs. Et honnêtement, je n'ai rien d'autre sur quoi dépenser mon argent que cette maison. » « Je vois, » dit-elle pensivement. Nous avons bavardé en remontant l'allée jusqu'à sa voiture. « Dave, je voulais te remercier pour la carte d'anniversaire. C'était vraiment gentil de ne pas avoir oublié, » dit-elle doucement. J'ai simplement souri en acquiesçant. Elle commença à monter dans sa voiture, puis s'arrêta et me regarda dans les yeux. « Dave, maman et papa m'ont demandé de t'inviter à dîner lundi. Papa va faire un barbecue. Il n'y aura que la famille et peut-être les petits amis de mes sœurs. » J'ai enfoncé mes mains dans mes poches et fixé le sol, réfléchissant. Finalement, j'ai levé les yeux vers elle et dit « Ce ne serait pas trop gênant pour toi ? De m'avoir là, je veux dire ? » « Non, Dave, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes. »« S'il te plaît, » dit-elle, me regardant droit dans les yeux. « Bien sûr que je viendrai. »« À quelle heure ?» Avec un large sourire, elle répondit. « Vers 2 heures, et apporte de la bière, d'accord ?» Lui rendant son sourire, j'ai dit « Je le ferai. » Je l'ai regardé sortir de l'allée et s'éloigner. En me retournant pour rentrer dans la maison, j'ai réalisé que je souriais. En fait, j'avais souri la plupart du temps qu'elle était là. Le jour du Memorial Day, je me suis fait présentable et me suis même rasé. J'ai mis un short convenable, un polo et des sandales, pris une caisse de bière dans le frigo et me suis dirigé chez elle. Debbie m'a chaleureusement accueilli à la porte et m'a surpris avec un baiser sur la joue. Elle m'a pris la main, me guidant à travers la maison jusqu'au patio. Ses parents m'ont accueilli comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. J'avais rencontré ses sœurs au Noël précédent. Maintenant, elle me présentait le fiancé de sa sœur aînée et le petit ami de sa cadette. La sœur aînée de Debbie, Elizabeth, était une version plus séduisante de son père. Elle venait d'obtenir son diplôme en gestion financière. Elle et son fiancé allaient se marier à l'automne. Sa sœur cadette, Sarah, grandissait et ressemblait de plus en plus à Debbie. Et franchement, elle était plus brillante. Elle était tout aussi charmante, mais différente. Elle venait de terminer le lycée et avait été acceptée dans une université d'État près de chez elle. Elle avait un don pour les mathématiques. Elle n'avait pas encore décidé si elle se spécialiserait en comptabilité ou en ingénierie. Nous avons passé un excellent moment. Son père et moi avons longuement discuté de ma maison et sa mère intervenait occasionnellement. Ils étaient tous deux très intéressés par son fonctionnement. Debbie ne disait rien, mais ses sœurs écoutaient attentivement et faisaient parfois des commentaires. Sarah et Debbie aidaient avec la nourriture et de temps en temps, je surprenais leurs regards et leurs chuchotements entre elles. Après le dîner, nous nous sommes tous assis à siroter de la bière et à socialiser. J'ai remarqué qu'il n'y avait aucune mention des vacances de printemps ou du Texas. J'ai demandé à Debbie si elle avait vu Josh cette année scolaire. Nous avions cessé de communiquer et je me demandais comment il allait. Elle a répondu qu'elle ne l'avait vu qu'une fois dans tout le semestre. Mais Miranda le voyait de temps en temps et était même sortie avec lui quelques fois. Vers le soir, j'ai annoncé que je devrais probablement rentrer. J'ai remercié Carl et Angela pour le dîner, dit au revoir à tout le monde et me suis dirigé vers la porte. Debbie s'est levée d'un bond, s'est approchée de ma mère, lui a chuchoté quelque chose et a dit « Je vais t'accompagner jusqu'à ta voiture ». Elle m'a pris la main et nous avons marché jusqu'à ma voiture où nous nous sommes arrêtés. Elle m'a regardé et a dit « Dave, pouvons-nous parler quelques minutes ? Il y a un petit parc au bout de la rue. Il y a des tables de pique-nique là-bas et personne ne nous dérangera. » Pressentant que la conversation porterait probablement sur mon invitation à dîner,
J'ai simplement acquiescé et nous avons continué notre chemin. Nous avons bavardé de choses et d'autres jusqu'à ce que nous arrivions au parc. Nous nous sommes assis face à face. Un silence s'est installé tandis que Debbie s'agitait, jusqu'à ce qu'elle joigne enfin ses mains et me regarde. « Dave, je veux m'excuser pour ce que je t'ai fait pendant les vacances de printemps. C'était mal, je le sais. J'aurais dû en discuter avec toi, mais je voulais éviter une confrontation. Puis, quand tu n'as pas répondu à mes appels, j'ai voulu t'envoyer un message, mais je ne savais pas quoi dire. Quand j'ai eu cette opportunité, je ne pensais qu'au fait qu'il ne me restait que 2 ans d'université et que ce serait peut-être ma dernière chance de le faire. C'était égoïste, je le sais. Je n'ai pas pensé à ce que tu ressentirais. Je savais que tu ne serais pas content, mais je ne pensais pas que tu me rayerais de ta vie. » Elle m'a regardé, les yeux embués de larmes. « Je comprends. Eh bien, tu as fait un choix sur ce qui était important pour toi. C'était douloureux et blessant, mais j'ai fini par comprendre, » ai-je dit calmement. J'ai haussé les épaules, mais c'est fini maintenant, et nous aussi. Nous pouvons tous les deux aller de l'avant. Elle s'est mise à pleurer ouvertement. Mais Dave, je ne veux pas rompre avec toi. S'il te plaît, tu me manques, et je veux être avec toi. Rompre avec toi? Debbie, nous n'avons jamais vraiment été ensemble. Chaque fois que je voulais me rapprocher de toi, tu me tenais à distance. Tu as clairement montré que tu accordais plus de valeur à ton indépendance qu'à notre relation. Si tu n'as pas les mêmes sentiments pour moi que ceux que j'ai pour toi, alors je ferais mieux d'accepter ce fait et d'avancer. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Je sais, Dave. J'avais peur de m'engager. J'avais l'impression que tu me pressais. Ces derniers mois sans toi m'ont beaucoup appris. J'ai réalisé que je t'aime vraiment, et j'espère que tu m'aimes encore. J'ai tendu les bras à travers la table et pris ses mains dans les miennes. Debbie, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai simplement réalisé que je ne peux pas m'empêcher de t'aimer en retour. Debbie m'a regardé à travers ses larmes. Pouvons-nous réessayer, Dave? J'y ai réfléchi pendant quelques minutes, mais j'ai immédiatement réalisé que c'était ce que je désirais le plus au monde. Je travaille la nuit, tu travailles le jour. Ce sera difficile de se voir, dis-je. Peu importe, Dave. Ce que tu veux me convient, dit Debbie, tenant mes mains. Je pense pouvoir être libre des heures supplémentaires samedi soir. Planifions quelque chose pour samedi ou samedi soir, d'accord? Ce serait formidable, Dave, dit-elle, souriant et essuyant ses larmes. Ce fut le début de notre réconciliation. Les choses ont progressé lentement les premières semaines, puis nous sommes redevenus inséparables. Durant la semaine, j'étais encore totalement absorbé par le travail et les tâches ménagères. Mais les week-ends étaient passés ensemble. J'ai renoncé aux heures supplémentaires le week-end pour créer du temps à passer avec elle. Debbie a commencé à rester chez moi les week-ends. J'ignore ce qu'en pensaient ses parents, mais je sais qu'ils étaient heureux de nous voir réunis. J'ai impliqué Debbie dans le choix des peintures, tapis et rideaux pour la maison. Elle avait aussi un excellent œil pour l'aménagement paysager. Elle a commencé à venir quelques fois par semaine pendant que j'étais au travail pour achever certains projets sur lesquels elle m'aidait. Une fois ou deux, je rentrais du travail pour la trouver endormie dans mon lit. Inutile de préciser qu'elle se déclarait souffrante au travail ces matins-là. L'été est passé comme l'éclair. La voiture que je conduisais depuis plusieurs années a commencé à nécessiter de l'entretien. Je l'ai échangée contre une camionnette presque neuve. Quelques week-ends à la fin de l'été, Debbie et moi l'avons chargée pour aller camper le long du lac Michigan. Le dernier week-end avant que Debbie ne retourne à l'école, nous avons tous deux pris notre vendredi et sommes allés au parc d'État Wilderness pour 3 jours. Le samedi, nous nous sommes allongés sur la plage pour profiter du soleil après une baignade vivifiante dans le lac Michigan. Alors que nous étions étendus là, j'ai commencé à caresser doucement son visage. Elle s'est tournée vers moi en souriant. « Mon Dieu, Dave, la nuit dernière ne t'a pas comblé? Je ne suis jamais rassasié de toi, Debbie, ai-je dit. » Elle s'est rapprochée et nous nous sommes allongés face à face, nous embrassant tendrement. « Debbie, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que tu as dit? » Elle a haleté, s'écartant de moi. Je me suis assis et j'ai sorti une boîte de notre sac de plage. Je l'ai ouverte et l'ai tenue devant elle. « Je pense que tu m'as entendu, Debbie. Veux-tu m'épouser? » Elle s'est redressée et a regardé la bague de fiançailles de 3/4 de carat dans la boîte. « Mon Dieu, Dave, elle est magnifique. » Je l'ai sortie et l'ai passée à son doigt.
Est-ce un oui? Oui, c'est un oui, Dave. Je t'aime, vraiment. Le reste du voyage, nous avons parlé de mariage et de nous marier. Nous étions tous les deux d'accord qu'attendre jusqu'à l'obtention de son diplôme serait probablement le meilleur plan. Nous avons donc décidé de fixer une date pour l'été prochain, probablement fin juillet ou août. Nous savions tous les deux que nous voulions des enfants, mais avons décidé qu'il valait mieux attendre que Debbie commence à bâtir sa carrière. J'ai pris congé la veille du départ de Debbie pour son retour à l'école. Debbie, moi-même et nos parents sommes allés dîner pour célébrer nos fiançailles. Les 3 femmes prévoyaient de se réunir à Noël pour planifier le mariage. Debbie et moi avons convenu que nous déciderions d'une date d'ici là. Debbie est restée chez moi cette nuit-là et nous avons conversé doucement jusqu'au matin. Cette fois, nous avions définitivement prévu de nous voir au moins une fois par mois pendant l'année scolaire. J'ai proposé de conduire jusqu'à chez elle, mais elle a dit qu'elle préférait conduire ou que nous nous retrouvions à mi-chemin entre l'école et la maison. Pour sa dernière année d'études, Debbie allait vivre hors du campus. Plusieurs amis, dont Miranda, lui ont demandé si elle voulait habiter dans la même maison qu'elle. Sa part des dépenses ne serait pas beaucoup plus élevée que les frais de résidence. Elle a dit qu'elle en avait assez de vivre sur le campus. Et comme elle avait une voiture, se rendre au cours ne serait pas un problème. Le lendemain, je l'ai embrassée pour lui dire au revoir et l'ai regardée monter dans sa voiture et partir vers le nord. Elle avait à peine atteint le bout de la rue que je la regrettais déjà. J'ai repris la routine de l'année précédente. J'avais maintenant pour objectif de terminer la maison à temps pour notre mariage. Les week-ends, j'essayais de me détendre un peu et de passer plus de temps avec ma famille. Le dimanche, je recevais constamment des invitations à dîner chez mes beaux-parents ou chez ceux de Debbie. Pour être honnête, j'alternais un week-end sur 2. La sœur cadette de Debbie, Sarah, faisait la navette entre la maison et l'université, alors elle venait généralement aussi dîner. À son arrivée, nous avions toujours des conversations enrichissantes et des moments agréables. Le dernier week-end de septembre, Debbie est rentrée pour le mariage de sa sœur aînée. Comme on pouvait s'y attendre, elle et Sarah étaient demoiselles d'honneur. Le mariage s'est déroulé sans accroc et tout le monde s'est bien amusé. Debbie et moi avons dansé, bu et ri tout au long de la réception. En octobre, Debbie et moi devions nous retrouver vers la fin du mois. Quelques jours avant, elle a appelé pour dire qu'ils avaient eu une tempête de neige et que sa voiture avait des problèmes de frein. Elle ne pensait pas pouvoir venir. Je lui ai dit que j'irais rester avec elle. Elle a décliné, préférant reporter notre rendez-vous au week-end suivant. Elle devait faire inspecter sa voiture et était sûre que la météo serait plus clémente. J'ai modifié ma réservation pour un motel à Mackinac City. Nous nous sommes retrouvés le vendredi suivant et avons passé un agréable week-end à faire du tourisme, notamment une journée sur l'île de Mackinac. À son arrivée, elle semblait distraite et perturbée. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit qu'elle s'inquiétait pour ses devoirs et ses examens. Alors que nous étions assis au dîner ce premier soir, je tenais ses mains et j'ai remarqué quelque chose. Je lui ai demandé « Debbie, où est ton alliance ?» Fin de la première partie. Si vous appréciez cette histoire, merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.